L'histoire commence avec Lisa, une orpheline marquée par un drame depuis l'enfance. Un incendie ravage l'orphelinat où elle vivait et la laisse gravement brûlée au visage. Depuis ce jour, elle cache son apparence sous une perruque étrange et vit dans la honte, incapable de se regarder dans un miroir. Pendant 10 ans, elle subit les moqueries et porte le surnom cruel de « vilain petit canard », tandis que l'origine de l'incendie reste un mystère. En intégrant un nouveau lycée, Lisa comprend immédiatement qu'elle ne pourra jamais passer inaperçue. Les regards, les chuchotements et les rires la poursuivent. C'est alors qu'elle remarque une fille à l'opposé de son monde, Soli. Belle, admirée de tous, première de la classe, elle rayonne et attire l'attention partout où elle passe. Toujours entourée de 2 garçons prêts à tout pour elle, Soli incarne la perfection et devient malgré elle le miroir cruel de la souffrance de Lisa. Les 2 garçons qui l'entourent rêvent en secret que Soli les aime en retour. À l'inverse, Lisa n'a jamais connu l'amour. Tandis qu'elle grandit dans la solitude, Soli mène une vie luxueuse aux côtés de parents admirés de tous, élue famille parfaite de l'année. Mais derrière cette image irréprochable se cache un secret capable de tout détruire. Rongée par l'amertume, Lisa décide de confronter Soli. Un jour, elle lui arrache l'épingle qu'elle utilisait pour ses cheveux et lui demande, tremblante, si elle se souvient d'elle. Soli la regarde sans émotion et affirme ne pas la connaître. Ces mots brisent Lisa. Sa perruque glisse légèrement, laissant entrevoir ses cicatrices. Les autres filles s'en aperçoivent et éclatent de rire, la poursuivant avec des insultes cruelles. Humiliée et anéantie, Lisa s'enfuit en pleurs. Le soir venu, à l'orphelinat, elle se plaint du coup écrasant de sa scolarité. Ses sœurs, impuissantes, ne peuvent rien faire pour l'aider. Acculée, Lisa a le sentiment que la vie entière s'acharne contre elle. Le lendemain, poussée par le désespoir, Lisa demande de l'argent à Soli. Mais enfermée dans son monde parfait, celle-ci l'ignore comme si elle n'existait pas. Toute la souffrance accumulée explose alors. Lisa crie, exigeant qu'on cesse enfin de la traiter comme une moins que rien. C'est à ce moment que Young, l'un des protecteurs de Soli, intervient. Sans hésiter, il sort une liasse de billets, la lui jette au visage et lui ordonne froidement de ne plus jamais approcher Soli. La foule s'attend à voir Lisa s'effondrer. Mais au lieu de ça, elle frappe Young en plein visage et le fait tomber devant tout le monde. Puis elle lui renvoie l'argent, s'avance vers Soli et la confronte devant les élèves choqués. Elle refuse cet argent sale, dénonçant l'hypocrisie qui entoure la jeune fille parfaite. L'image irréprochable de Soli vacille. Plus tard, dans les couloirs de l'école, le même garçon réapparaît. Lisa pense d'abord à une nouvelle humiliation, mais il la surprend en lui disant qu'elle a été courageuse. Une admiration inattendue naît en lui pour Lisa. Pourtant, elle garde toujours son secret, caché sous sa perruque. Soli, troublé par la colère de Lisa, ne comprend pas cette haine. Quelques jours plus tard, dans une ruelle isolée, Lisa décide de révéler la vérité. Ses mains tremblent tandis qu'elle retire lentement sa perruque, dévoilant les brûlures et cicatrices qui ont marqué sa vie. Soli reste figé, horrifié. La voix de Lisa tremble, mais ses mots sont tranchants. Ce que tu as laissé derrière dans l'incendie. Autrefois, elles étaient amies d'enfance, inséparables, partageant le même orphelinat. Mais tout a changé lors de l'incendie. Lisa fut piégée dans les flammes, hurlant à l'aide, tandis que Soli était recueilli par une famille riche, laissant Lisa seule, défigurée. Convaincue que Soli avait un rôle dans cette tragédie, Lisa jure désormais de révéler au monde que la fille parfaite, adulée de tous, est en réalité une véritable ennemie. Sur le toit de l'école, Lisa prépare sa revanche contre Soli, quand un groupe de filles l'interrompt brusquement. Elle rit et se moque de sa perruque, lui demandant si ses cheveux sont vrais. Sans hésiter, Lisa riposte avec une violence glaciale. Les filles tremblent, tétanisées par sa colère, complètement soumises à sa fureur. Humiliées, elles appellent des renforts, des voyous engagés pour l'intimider. Plus tard, alors que Lisa rentre chez elle, ils l'encerclent, la plaquent contre un mur et la frappent. Un garçon cruel, plus sadique qu'un joker, la projette au sol. Alors que tout semble perdu, Young surgit de nulle part. Il affronte les assaillants avec une précision brutale. Les os craquent, les corps tombent sur le pavé, et les voyous gémissent de douleur. Lisa observe, fascinve et soulakve. Pour la première fois, son cœur bat pour autre chose que la haine. Elle ne peut s'empêcher de penser à lui, et ose même imaginer l'amour. Une nuit, elle décide de lui offrir un pendentif en forme de cygne argenté, symbole de ses sentiments cachés. Mais Young lui révèle qu'il aime Soli, et que pour lui, Lisa n'est rien d'autre qu'un vilain petit canard. Le choc est immense. Folle de rage, Lisa se rend directement chez Soli et l'affronte, dénonçant l'hypocrisie des garçons qui tournent autour d'elle. Déterminée à assouvir sa vengeance, elle s'introduit ensuite chez Young, ignorant que Soli la suit en cachette,
curieuse de découvrir ses intentions. Chaque geste, chaque décision est chargée de tension. Lisa est prête à se battre pour sa vérité, tandis que l'ombre de Soli observe, prête à réagir. La confrontation finale est imminente. À l'intérieur, Lisa découvre une mise en scène romantique, avec des fleurs et des ballons, préparée pour une déclaration à Soli. Young, remarquant son irritation, lui demande brutalement si elle a des sentiments pour son ami. Lisa réplique froidement que Soli n'est pas amoureuse de lui et qu'elle s'en moque totalement. Fou de rage, Young aperçoit alors un collier en possession de Lisa, appartenant à Soli. Convaincu qu'elle l'a volé, il exige qu'elle le lui rende. Dans la confusion, Lisa glisse, sa perruque tombe et Young découvre son vrai visage. Son choc se transforme en moquerie cruelle. Désespérée, Lisa saisit un couteau et tente de se blesser, mais Young l'en empêche à temps, bien que les dégâts soient faits. Les ombres de son passé ressurgissent avec force. Soli, qui la suivait, fait irruption dans la pièce et assiste à la scène. Lisa, tremblante de colère, l'accuse de tout, l'incendie, les cicatrices, sa vie détruite. Puis survient le point de rupture. Lisa se jette avec le couteau vers le cœur de Soli, mais Young se précipite pour la protéger. La lame transperce son dos, et il s'effondre, le sang s'écoulant tandis que la vie le quitte. Soli, couverte de son sang, s'enfuit en hurlant chez elle, annonçant à sa mère que Young est mort dans ses bras. Sa mère, étrangement calme, suppose que sa fille est responsable. Soli explique alors qu'elle avait laissé son téléphone et ses devoirs chez Young, preuve pouvant l'accuser du meurtre. Sa mère, impassible, lui donne un tranquillisant. Le lendemain, Soli se réveille et découvre que ses affaires ont été rendues, comme si rien ne s'était passé. Plus tard, elle apprend que la maison de Young a été détruite par un incendie et que ses parents y ont péri. Elle comprend alors que sa propre mère a peut-être détruit toutes les preuves en pleine nuit. Les parents parfaits en qui elle avait confiance ne sont pas des sauveurs, ce sont des monstres. Pendant ce temps, Lisa se rend sur les ruines de l'incendie. Un détective l'aperçoit et devient méfiant face à son comportement nerveux. Il ordonne une enquête sur elle et sur tout ce lié à Young. À ce moment-là, Soli est submergé par l'angoisse. Son père tente de la rassurer, promettant que le temps guérit toutes les blessures. Mais lorsque la police arrive chez eux, son père lui ordonne de rester dans la voiture. Là, elle découvre le collier en forme de cygne que Young chérissait, en possession de son père. La révélation la glace jusqu'aux os. Son père n'est pas innocent. Quand ils entrent dans la maison, la police lui fait s'asseoir à une table et l'interrogatoire commence. Les enquêteurs questionnent Soli sur la mort de Young, et elle ment, affirmant qu'elle était chez elle le soir de sa mort. Ses parents sourient fièrement, soutenant son mensonge. Mais dès que la police s'éloigne, le comportement de son père change. Il murmure « Tant que je suis là, rien ne pourra te nuire ». Mais ses yeux sont froids et son ton menaçant. Cette nuit-là, elle entend des bruits étranges dans la maison. En essayant de fuir, elle découvre ses parents bloquant la porte, avec des sourires sinistres, presque comme des zombies. À partir de cette nuit terrifiante, Soli comprend que ses parents ne sont pas les anges parfaits que le monde admire. Elle découvre alors qu'ils cachent une pièce secrète dans la maison. Déterminée à découvrir la vérité, elle demande de l'aide à son tuteur YO, qui accepte de surveiller la maison pendant qu'elle fouille chaque recoin. Lorsqu'elle trouve enfin un jeu de clés, elle se dirige vers la pièce interdite. Les souvenirs affluent. Dans son enfance, elle avait déjà tenté d'entrer, mais son père l'avait arrêtée du regard, meurtrier, lui interdisant de s'approcher de cette porte. Maintenant, le cœur battant, elle essaie les clés une par une, mais aucune ne fonctionne. Et alors, elle réalise le pire. Ses parents sont déjà en route. Réfléchissant vite, elle prend une échelle et se précipite au 2e étage pour forcer l'entrée par la fenêtre. YO, désespéré de gagner du temps, distrait son père dehors en effectuant des danses ridicules. Le père, confus et troublé, regarde sa fille disparaître à l'intérieur de la pièce interdite. Soudain, ses yeux tombent sur une mystérieuse photographie posée sur le bureau. Sur l'image, elle voit sa famille avant l'adoption, et à côté d'eux, un autre adolescent, un frère dont elle ignorait l'existence. Son esprit s'embrouille. Qui est-il? Que lui est-il arrivé? Avant qu'elle ne puisse réfléchir, elle entend ses parents entrer dans la maison. Ils avancent avec méfiance, sentant le silence. Son père monte les escaliers vers la pièce verrouillée, clé en main. Au dernier moment, Soe sort de la salle de bain, enveloppé dans une serviette, prétendant venir de prendre sa douche. Mais sa mère n'est pas dupe. Plus tard, Soe osera enfin affronter sa mère. Pourquoi m'avez-vous adopté? Pour la première fois, le masque de sa mère se fissure, la rage flamboyant dans ses yeux alors qu'elle lui crie dessus. L'image de la mère parfaite s'effondre, et Soe sent qu'elle se rapproche de la vérité. À la recherche de réponses,
Elle rend visite à sa grand-mère, qui vit dans un vaste domaine. Lorsqu'elle lui montre la photographie et demande qui est ce mystérieux garçon, la grand-mère perd tout contrôle. Elle hurle que le sang de Zoé est maudit et qu'elle n'appartiendra jamais réellement à cette famille. Dans un accès de colère, elle lance un vase au sol, coupant la jambe de Zoé avec les éclats. YYU, fidèle comme toujours, la porte sur son dos, les yeux pleins d'un amour silencieux. Pour la première fois, Zoé ressent la chaleur de quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle, non pour le pouvoir ou les apparences, mais pour ce qu'elle est. Mais le danger se rapproche. De retour chez elle, ses parents fouillent dans ses affaires, lisant son journal intime où elle confesse sa haine envers eux. Pendant ce temps, la police commence à suspecter Zoé d'être impliquée dans les crimes. Coincée, elle confie à YYU la vérité. C'est Lisa qui a accidentellement tué Young. Choquée mais loyale, YYU promet de garder son secret. Peu après, Zoé reçoit un message mystérieux provenant d'un numéro inconnu. « Retrouve-moi à l'entrée de l'école ». Zoé s'y précipite, persuadée que c'est Lisa. Mais une fois sur place, personne ne l'attend. De l'autre côté de la rue, elle aperçoit une silhouette familière. Celle de Lisa. Désespérée, elle se met à courir vers elle. À cet instant précis, un camion surgit à toute vitesse, fonçant droit sur elle. Au dernier moment, YYU se jette en avant et la pousse hors de danger, mais il est percuté à sa place. Son corps s'écrase lourdement au sol. Zoé hurle de terreur, le serre contre elle, sentant sa poitrine se soulever faiblement. Était-ce un accident ou une tentative délibérée? Très vite, les soupçons se tournent vers son père. On découvre qu'il a loué un camion noir identique à celui de l'attaque. Il affirme qu'il a été volé avant qu'il ne puisse l'utiliser, mais Zoé ne croit plus à ses excuses. Elle comprend alors l'impensable. Son père cherche à la tuer. Lorsqu'elle l'affronte, sa colère explose. Il fait irruption dans sa chambre, détruit ses affaires et exige de savoir où elle a caché la photographie de la pièce interdite. Il la traite de pire fille qu'il ait jamais eue, indigne de porter le nom de la famille. Zoé le menace alors d'aller voir la police. Sa réponse est glaciale. « Si tu fais ça, je te tuerai moi-même ». En réponse à cela, Zoé contacte un policier et lui pose des questions sur le garçon sur la photo. La vérité est dévastatrice. Ce garçon était le fils biologique de ses parents. Il y a des années, il est mort dans un incendie mystérieux. Les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. Zoé n'a pas été adoptée par amour, mais pour remplacer l'enfant qu'ils avaient perdu, afin de maintenir l'image parfaite d'une famille irréprochable. De retour chez elle, ses parents la verrouillent à l'intérieur, surveillant chacun de ses gestes. Dans la cuisine, elle aperçoit un pot de beurre de cacahuète parmi les courses. Son sang se glace. Elle est mortellement allergique au beurre de cacahuète, et ses parents le savent. Ils ne la protègent pas, ils essaient de l'empoisonner. Cette nuit-là, sa mère entre avec un bol de soupe et insiste pour qu'elle mange. Zoé tremble, soupçonnant qu'il y a du beurre de cacahuète dedans. Elle refuse. Sa mère insiste, juste une bouchée. Zoé repousse la cuillère et s'enfuit sous la pluie battante. Mais le danger rôde. Une silhouette sombre frôle son corps, et elle hurle. En courant à l'aveugle, elle se précipite sur la route et se fait percuter par une voiture qui fonce à toute vitesse. Ses os craquent, son corps s'effondre. Au sol, les larmes brouillent sa vision. À l'hôpital, entre la vie et la mort, elle hallucine sa mère au-dessus d'elle, les yeux rouges de sang. Mais lorsqu'elle reprend connaissance, c'est YYU à ses côtés, appelant désespérément les médecins. Encore tremblante, elle murmure « Ils ont voulu me tuer ». Un policier se penche vers elle, la suppliant de révéler le véritable meurtrier. Son père, dans la pièce, la fixe intensément. Mais avant qu'elle puisse parler, elle s'effondre dans un cauchemar. Dans son rêve, Lisa apparaît, arrachant sa perruque, et les flammes s'allument autour d'elle. Le feu consume tout tandis que Lisa hurle qu'elles sont liées. La vision est terrifiante. À son réveil, Zoé apprend une nouvelle glaçante. L'accident n'était pas un hasard. Les caméras de surveillance montrent qu'elle a été poussée délibérément dans la rue. Le principal suspect, son père. La police fait irruption chez eux, l'arrêtant pour enlèvement, incendie criminel et tentative de meurtre. Mais même interrogée, une autre menace se rapproche. Une nuit, Zoé entend du verre brisé dans sa chambre. Une silhouette armée d'un couteau la traque dans le couloir. Blessée en marchant sur des éclats, elle tente de fuir. Puis elle entend une voix qui glace son sang. Lisa. Tenant un couteau ensanglanté, elle s'avance avec un sourire tordu. Maintenant, c'est ton tour de ressentir ma douleur. La fille reste figée, paralysée par la haine intense de Lisa, incapable de comprendre comment leur amitié a pu se transformer en un abîme cauchemardesque.
Lisa attrape une pelle sale et la frappe avec une force brutale. Puis elle l'attache à une chaise dans la chambre, à l'abri des regards des voisins, et commence à répandre de l'essence sur le sol. Puis la vérité éclate. Lorsque la mère de Zoé arrive sur les lieux du meurtre, elle voit en réalité le garçon encore vivant, ce qui prouve que Zoé n'était pas celle qui l'a tué. Cela montre que sa mère n'a jamais mis le feu. Elle était simplement venue récupérer les devoirs et le téléphone de sa fille. Mais en partant, elle aperçoit les parents adoptifs de Zoé entrant dans la maison, révélant que quelqu'un d'autre était entièrement responsable de leur mort. En larmes, elle dit à Lisa qu'elles peuvent encore être amies. Elles peuvent encore s'entraider, peut-être même s'aimer à nouveau. Pendant un bref instant, Lisa hésite. Mais juste à ce moment, un mouvement à l'extérieur de la fenêtre attire l'attention de Zoé. Un policier. L'espoir surgit, mais se transforme en horreur lorsque l'homme allume une cigarette et jette négligemment la flamme sur le sol imbibé d'essence. Le feu explose, engloutissant la pièce dans une muraille de chaleur et de fumée. Ses lèvres se retroussent en un sourire sinistre. Ce n'est pas un vrai policier. C'est bien pire. Lisa tente de fuir, mais l'imposteur la saisit, pressant le couteau contre sa gorge, la forçant à retourner dans l'enfer. Zoé, ligoté et étouffant, hurle tandis que le feu dévore tout. Alors que tout semble perdu, la vraie police fait irruption, arme pointée sur la tête de l'imposteur. Pour un instant, c'est le salut. Mais en un clin d'œil, le faux policier le désarme, le tire au sol et emmène Lisa dans la nuit. La vérité éclate dans un retournement choquant. L'imposteur n'est autre que le père biologique de Zoé, un homme au passé sombre. Des années auparavant, après la mort de sa femme en couche, il sombrait dans les dettes de jeu. Pour couvrir ses échecs, il simula un accident impliquant sa fille, essayant d'escroquer l'assurance. Quand son plan fut découvert par un procureur, il fut jeté en prison. À sa sortie, il était consumé par la vengeance. Il construisit une chambre souterraine secrète, orchestrant un kidnapping qui dégénéra rapidement. Puis sa fille se lia d'amitié avec le fils du procureur qui l'avait envoyé en prison, qui n'était autre que le véritable père de l'héroïne. Il demanda au garçon de garder sa fille, mais tout faisait partie d'un plan. Peu après, il exigea une rançon d'1 million de dollars du procureur s'il voulait revoir son fils. Mais un véritable cauchemar s'ensuivit. Un incendie éclata dans le sous-sol, où sa fille et le garçon étaient piégés. Le fils biologique chercha désespérément une issue, mais les flammes s'intensifiaient, ne laissant qu'une petite fenêtre en vue. Il réussit à faire passer la petite fille en sécurité, mais lorsqu'il tenta de trouver une autre sortie, tout explosa alors qu'il était encore à l'intérieur. Les parents du garçon arrivèrent juste à temps, mais les pompiers les retinrent, affirmant que tous à l'intérieur étaient morts. Soudain, quelqu'un fut extrait des décombres. C'était la petite fille sauvée par leur fils. Quelques instants plus tard, la terrible nouvelle se confirma. Leur fils avait bien péri dans l'incendie. Avec précaution, elle restaure une partie de l'objet. Plus tard, ses parents adoptifs arrivent et elle avait préparé un gâteau sur lequel étaient écrits les mots « Joyeux anniversaire ». Au fond d'elle, elle savait que leur fils avait été celui qui l'avait sauvé du feu et que ce gâteau lui était réellement destiné, car aujourd'hui aurait été son anniversaire s'il était encore vivant. Elle se confie alors et demande pardon, croyant profondément que si elle n'avait jamais existé, peut-être leur fils serait encore en vie. Sa mère adoptive lui prend doucement la main et la rassure. Les liens familiaux sont indestructibles, et leur fils devait sûrement veiller sur elle d'en haut, fier du chemin qu'elle a choisi et de la jeune femme au grand cœur qu'elle est devenue. Alors que la guérison semble enfin possible, un terrible rebondissement frappe. La soupe qu'elle leur avait servie ce soir-là est empoisonnée, non par ses mains, mais par son père biologique. Elle est paralysée par la peur. Son emprise sur elle reste totale. Il lui dit qu'ils peuvent commencer une nouvelle vie ensemble, mais qu'ils auront besoin d'argent. Il exige qu'elle ouvre le coffre familial. Elle révèle alors à son père que le mot de passe pour ouvrir le coffre est simplement sa date de naissance. Cela semble être la chose la plus simple du monde, mais peu importe combien de fois il essaie, il n'y parvient pas. Il tâtonne à travers les dates, échouant encore et encore, se maudissant comme un père incapable de se souvenir de la naissance de sa fille. Saoul et enragé, il finit par se souvenir, et le coffre s'ouvre enfin, l'or et l'argent brillant à l'intérieur. Mais alors qu'il célèbre, Zoé esquisse un léger sourire. La boisson qu'il tient à la main est empoisonnée. À cause de cela, son père se saisit de sa gorge puis s'effondre, suppliant de l'aide. Il s'étouffe, sans issue, et elle le regarde froidement, savourant presque le moment, jusqu'à ce qu'il gisse par terre, complètement immobile. Au lieu d'appeler une ambulance, Zoé se sert un verre de la même boisson, murmurant que peut-être il vaut mieux que tout s'arrête ici. Mais sa mère adoptive fait irruption, lui arrache le verre des mains et la serre contre elle. Peu importe ce qui arrive, je te protégerai. Tu es ma fille. Pour un bref instant surréaliste,
Elle semble une famille unie. Mais l'illusion se brise lorsque la police fait irruption dans la maison, les trouvant toutes inconscientes. Le temps avance de 3 ans. Des rumeurs circulent selon lesquelles Sohé a disparu à l'étranger, n'emportant qu'une brosse à dents, sans jamais se retourner. Ses parents supplient Yi-Yu de la retrouver. Yi-Yu, désormais étudiant en architecture, laisse des messages d'espoir en ligne. « Maman et papa te manquent ?» Reviens à la maison. Mais Sohé ne répond jamais. Lisa sort de prison, marquée par son passé, mais en quête de rédemption. Yi-Yu l'accueille avec pardon, comprenant que ses crimes étaient nés de la douleur et de la manipulation. Ils s'assoient ensemble, unis par une seule chose au-dessus de tout, le vide laissé par la disparition de Sohé. Ses parents adoptifs mettent encore une assiette pour elle à chaque dîner, incapables d'accepter son absence. Puis, un jour ordinaire, un miracle. Par la fenêtre, ils aperçoivent une silhouette qui passe. C'est Sohé. Ses parents se précipitent dehors, les yeux remplis de larmes. Lorsqu'ils la voient devant eux, ils n'en croient pas leurs yeux. Son père lui dit de tout son cœur « Rentre à la maison, ma fille. Tu es tout pour nous. » Et après tout le feu, le sang, la trahison et la mort, l'histoire se termine sur une fragile réunion. Une famille déchirée par les mensonges se retrouve grâce à l'amour. La haine qui consumait autrefois tout est remplacé par le pardon et la guérison. Les cicatrices demeurent, mais la flamme de l'amour, bien que meurtrie, refuse de s'éteindre. Car au final, même lorsque la haine a tout volé, l'amour, cette étincelle qui ne disparaît jamais totalement, offre une seconde chance.